Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous rejoignez donc pour ce Jobstick Carcassonne. On est là aujourd'hui sur une table ronde dédiée à la médiation numérique en tant qu'opportunité. On pourrait même élargir le sujet à l'inclusion numérique. Je suis Louis Salguero, coordinateur donc du Hub pour un numérique inclusif RINOC, donc pour Réseau et Hub pour l'inclusion numérique en Occitanie. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde en compagnie de Madame Elrika Lamy, de Monsieur Gaël Courcoul et Madame Florence Attin, que je vais laisser se présenter avant, juste après une petite introduction. Donc, sur le contexte, évidemment, voilà, vous êtes au courant, aujourd'hui, les usages du numérique sont importants, hein, ils représentent des compétences pour chacun et chacune nécessaires pour s'insérer dans la société, d'un point de vue, juste du point de vue des usages classiques, hein, quand on se sert d'un ordinateur pour accéder à ses droits, certes, mais aussi pour bénéficier d'opportunités en lien avec les métiers du numérique. C'est vrai que sans compétences numériques, on peut difficilement espérer voilà, percer dans le milieu professionnel, dans les métiers du numérique. Et il faut savoir que voilà, le numérique, c'est quelque chose qui, c'est un fait, hein, qui n'est pas accessible toujours à tout le monde de la même manière, que ce soit pour des raisons d'équipement informatique, hein, tout le monde n'est pas forcément équipé, hein, en connexion Internet aussi de bonne qualité sur les territoires. Et puis en termes de compétences aussi, on aura des publics peut-être plus ou moins éloignés de ces usages-là. Donc c'est peut-être l'occasion justement au cours de cette table ronde d'en savoir un peu plus sur le territoire de Carcassonne et ses alentours, sur la manière dont les acteurs se saisissent de cette question-là, de l'inclusion numérique et de la médiation numérique. Donc encore merci à tous et à tous. On est là pour à peu près 1 heure, c'est ça? Et je vais laisser donc à nos participants l'occasion de se présenter. Donc tout d'abord peut-être Madame Elrika Lamy, vous faites partie donc de Face Aude. Vous avez une entreprise, la Bulle Web, et vous travaillez régulièrement avec le CINOB. Bonjour Madame Elrika Lamy. Bonjour, Super. enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Très bien, je suis également avec Monsieur Gaël Courcoul de Pôle Emploi. Bonjour Monsieur Courcoul, bonjour Gaël. Bonjour à tous, très heureux d'être aussi autour de cette table ronde pour vous apporter quelques petites précisions concernant notre fonctionnement autour du numérique. Enchanté, merci d'être parmi nous. Et enfin, Madame Florence Attin, bonjour Florence, de la régie de quartier du Carcassonnais. Bonjour tout le monde, donc également très heureuse d'avoir été invitée à cette table ronde. Voilà. Espérons aussi qu'on réponde à vos questions, vos besoins. Super. Bon, eh bien, on est parti pour maintenant à peu près 1 heure, comme je disais. On a plusieurs questions à vous poser et je pense que l'assistance qui nous suit sur le Facebook Live est très intéressée sur cette question-là. C'est un peu original. Aujourd'hui, on est sur la question de la médiation numérique, de l'inclusion numérique. De votre côté, dans vos organisations, la première question qu'on pourrait vous poser, c'est finalement, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, je vais vous laisser parler un petit peu justement de votre structure, de vos activités, de ce que vous faites, et plus précisément, en quoi l'inclusion numérique représente un enjeu dans vos structures. Aujourd'hui, je vais commencer par donner la parole à Madame Lamy, à Elrika. Elrika, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos constats par rapport aux enjeux que vous avez pu rencontrer durant au cours de vos activités sur votre métier et autour de vos collaborations aussi sur le territoire? Alors, les constats, en fait, ils viennent avec le temps. Moi, la base de mon métier, c'est d'accompagner dans la gestion de projet, dans la transition numérique, des TPE, des PME, des associations. Mhm. Et puis, ça m'a conduit aussi à mener ce type de mission auprès d'une collectivité. Donc, c'est venu avec le temps. Dès le départ, j'avais quand même dans l'idée que le numérique avançait très vite
et qu'il fallait vraiment qu'il inclue tout le monde, toute génération. Donc un de mes premiers clients, par exemple, c'était une association en majorité de seniors. Donc comment on peut réfléchir à inclure et puis à, à transmettre cette facilité d'utilisation du numérique pour faire vivre une association. Donc très vite, je me suis entourée de FASAUD, qui m'a accompagnée et qui m'a permis de me dire, bah oui, en tant qu'entreprise privée, j'ai aussi ma part d'action à prendre dans l'environnement, dans la société de tous les jours, et de là pouvoir communiquer avec, on va dire, le public qui n'est pas ma cible principale, puisque je suis orientée plutôt sur les entreprises. Déjà à connecter ce lien-là. Après, n'hésitez pas à m'arrêter si jamais je m'égare par rapport à la question initiale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que FASAUD, peut-être? Alors FASAUD, c'est une fondation, un club d'entreprise dont le siège est situé dans les bâtiments d'Ines à Narbonne. Et donc l'objet de cette fondation, c'est de créer des actions concrètes pour faire le lien entreprise-public. Ça se matérialise par différentes actions. Par exemple, le projet technique qui demande à des professionnels de venir présenter leur métier auprès de classes de collège, de lycée, pour donner différentes orientations, le champ des possibles. On a d'autres actions comme le CV vidéo pour justement la réinsertion dans l'emploi, la reprise. Alors c'est assez rigolo parce que ça a un lien indirectement avec le numérique, CV vidéo, où on a des étapes de scénarisation, de présentation qui vont permettre un nouveau format et puis l'accès à l'emploi. Donc là, les coachs en général sont des entreprises et puis le public bénéficiaire, si je peux m'exprimer comme ça, des demandeurs d'emploi. OK, et donc du coup, on comprend bien, hein, l'enjeu qu'il y a derrière, le lien qu'il y a à faire entre, l'emploi et les usages, numériques potentiellement. On découvre également donc la fondation, donc FASAUD, évidemment, bon, enfin on découvre pour les spectateurs pardon, c'est aussi une structure qui permet aux acteurs privés de s'impliquer, hein, de plus en plus dans ces défis sociétaux. C'est ce que je retiens du coup de votre intervention sur les enjeux et les acteurs, hein, qui peuvent aussi intervenir sur ce domaine-là. Concernant Pôle emploi, sur Pôle emploi aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous agissez, enfin la manière dont, oui, comment ça se traduit finalement, hein, cette question-là de l'inclusion numérique dans vos missions du quotidien? Peut-être peut-être plus sur la question des missions avant de rentrer plus après dans le détail des actions que vous menez, mais en quoi c'est important cette question-là de la médiation numérique et surtout de l'inclusion numérique au sens large, Monsieur Courcoul? Alors, d'une manière générale, le Pôle emploi, la direction générale a souhaité être dans l'anticipation, comme le soulignait Erika précédemment. Et effectivement, c'est un domaine qui progresse très rapidement dans nos sociétés et on a, comme vous le soulignez précédemment, une responsabilité sociétale à pouvoir intégrer toutes les personnes, quelles qu'elles soient, y compris celles les plus éloignées et les plus en difficulté, à pouvoir accéder aux moyens qui aujourd'hui doivent leur permettre de pouvoir se réinsérer le plus facilement possible. Voilà, donc ça s'adresse à la fois aux demandeurs d'emploi, mais également aux entreprises, puisqu'on ne néglige pas effectivement le volet relationnel, Pôle emploi, donc espace recruteur et entreprise locale. Voilà. Donc un certain nombre de moyens sont déployés, mis à disposition pour permettre à ces personnes de pouvoir accéder le plus facilement possible au numérique et à tous ces moyens qui doivent leur permettre de pouvoir agir dans de bonnes conditions et le plus rapidement possible. Voilà.
Alors en effet, c'est un sujet, hein, donc cet accès-là, au numérique, et comme je le disais en introduction, on a aussi des disparités, hein, d'usage. On n'a pas accès au numérique, tous de la même manière, selon où on se situe, hein, et qui on est aussi, hein, sociétalement. Mais, on a la question des quartiers aussi, hein, des quartiers, politiques dans la ville, dans laquelle, eh bien, oui, il y a, des problématiques, d'abord financières, puis sociales, peut-être autre. Mais en tout cas, c'est pour ça aussi qu'on accueille aujourd'hui Madame Attan, qui va nous en dire un peu plus, voilà, sur l'expérience, hein, de la régie de quartier, et surtout peut-être avec ses missions aussi. D'abord, peut-être c'est quoi une régie, hein, Madame Attan? Alors, en fait, c'est quoi une régie? Alors, du coup, c'est intéressant de commencer aussi par là pour comprendre pourquoi aujourd'hui on s'intéresse aussi au numérique. Alors, en fait, une régie de quartier, c'est un projet, enfin, je dirais original, hybride. On est à la fois sur l'insertion par l'activité économique, de l'économie solidaire, mais également, enfin, l'éducation populaire. Donc, en fait, pour pouvoir s'appeler régie de quartier, il faut un label, donc un label qui est accordé par le réseau national, Comité national de maisons des régies de quartier, donc label que nous possédons à Carcassonne. Donc en fait, une régie de quartier, en fait, vraiment le projet d'une régie, c'est d'associer les habitants et de répondre aux besoins d'un territoire. Alors qu'il s'agisse, enfin, sur de l'amélioration du cadre de vie, développer des services à la personne ou des activités d'utilité sociale. Donc à Carcassonne, en fait, on s'inscrit vraiment là-dedans. Donc on a des interventions à la fois sur l'insertion, alors par le biais effectivement des dispositifs de l'insertion par l'activité économique. Donc aujourd'hui, on a 3 chantiers d'insertion et 2 entreprises d'insertion, mais également, enfin, on a d'autres dispositifs d'emploi, mais également toute une action autour de ce qu'on appelle, nous, la proximité, le lien social et la participation citoyenne. Donc ça, c'est l'intervention, enfin, de médiateurs sur effectivement la tranquillité publique, l'habitat cadre de vie, mais également des intervenants sociaux professionnels, donc autour de l'énergie et du numérique maintenant. Donc, en fait, on intervient sur les quartiers prioritaires de la ville de Carcassonne. Alors, on peut aussi avoir des interventions sur le Carcassonnais, hein. Je parlais de l'énergie, etc. Aujourd'hui, on rayonne sur ce territoire, mais également sur certains chantiers. Également, on a une intervention un peu plus enfin, au-delà des quartiers prioritaires. Alors, néanmoins, c'est vrai qu'on a, en intervenant, voilà, on a une intervention depuis plus de 20 ans sur les quartiers, auprès des habitants, auprès également des associations, des différents acteurs, hein, sur ces territoires. Et donc, on a une certaine expertise, c'est-à-dire qu'on a une connaissance des territoires. Et, voilà, régulièrement, on échange avec les équipes, avec les partenaires, pour justement essayer de proposer des projets qui répondent aux besoins des habitants. Et le numérique est effectivement un besoin qui correspond actuellement aux besoins des habitants. Alors, il y a 2 niveaux. Il y a tous les jours, au travers de nos activités, on se rend compte que les habitants sont en difficulté par rapport à leur démarche, enfin, ce que soulignait effectivement Pôle emploi ou Faso. Enfin voilà, c'est des choses qu'on constate régulièrement dans nos permanences. Les habitants viennent parce qu'ils manquent d'autonomie. Donc il y a vraiment ce niveau d'accompagnement des habitants. Et puis nous, en fait, dans l'exercice de nos activités, auprès de nos salariés, alors qu'ils soient en parcours d'insertion, mais également les salariés permanents de l'association, on voyait qu'il y avait des usages très différents autour du numérique. Alors, pour du coup les permanents, il fallait effectivement qu'on homogénise, en tout cas qu'on tende vers l'homogénéisation de nos pratiques. Et pour les salariés en parcours, c'était effectivement donner une petite compétence de plus pour favoriser leur insertion professionnelle. Donc voilà, donc c'est ce qui nous a conduit vraiment à mettre en place un projet qu'on déploie depuis le début de l'année 2020. Très bien, bah, écoutez, ravi de cette présentation aussi, à tous les 3. On entend finalement, hein, dans ces questions de l'inclusion, numérique, on entend toute leur importance, hein, là, à travers votre discours sur, la nécessité, hein, d'acquérir des compétences en vue, hein, d'une insertion, socio-professionnelle, hein, on peut dire, plus largement, que ce soit au travers de, la place des entreprises, comment elles peuvent s'associer à des actions, justement, eh bien, auprès de différents publics, également pour aller, eh bien, maîtriser les outils, hein, dans sa recherche, d'emploi également, quelles compétences, hein, on peut donner aussi, aux individus et puis, en local, en hyper local, si j'ose dire, comment on va aussi, eh bien, intégrer, hein, cette notion-là du numérique avec, le travail sur, le cadre de vie aussi, hein, des habitants, et également en vue de leur insertion professionnelle.
Donc, merci pour cette réponse-là. Je pense que les participants ont bien compris un peu comment, depuis votre point de vue et votre activité, eh bien, ça représente un enjeu. Aujourd'hui, si on devait justement détailler un peu plus les activités que vous menez au sein de vos structures, quelles seraient-elles? Que ce soit sur l'accompagnement aux usages du numérique au sens large de vos bénéficiaires, de ceux avec qui vous travaillez. Si vous aviez peut-être un exemple ou deux pour montrer comment vous travaillez concrètement sur le sujet, je vais changer un peu l'ordre. Je vais passer la parole à Monsieur Courcoul de Pôle Emploi. Comment Pôle Emploi s'engage aujourd'hui finalement? Quelles actions il mène sur cette question-là de l'accompagnement au numérique? Qu'est-ce que ça soulève comme question aussi, d'après vous? Alors déjà, la porte d'entrée, hein. Premier accès, inscription. Donc, une personne qui souhaite rechercher du travail, se former, développer ses compétences, devra systématiquement s'inscrire. Et l'inscription passe nécessairement par l'accès à un outil informatique. Donc ça, c'est le prérequis, on va dire, être en capacité de pouvoir répondre à un questionnaire, à une matrice qui va nous permettre également, et à terme, je suis un peu dans l'anticipation, de pouvoir jauger et juger de leur capacité, de leur autonomie numérique. Voilà. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Donc effectivement, un service public qui met à disposition par ailleurs des moyens pour ceux qui ne seraient évidemment pas équipés, mais on met à disposition des moyens. Donc sur place, nous avons 15 postes à disposition pour permettre à ces personnes de pouvoir procéder directement à leur inscription, sans compter la mise à disposition de services civiques qui leur permettent et qui les aident dans l'accompagnement de cet accès et, voilà, et dans j'allais dire, la prise de conscience de cette nécessité de devoir passer par le numérique. Enfin, j'ose imaginer que vous parlerez de l'avant et après crise sanitaire. Ça reste un incontournable pour nous tous ici autour de cette table ronde. Et on s'est rendu compte que là où ça pouvait être un frein pour certains, en tout cas ceux qui auront eu le courage et la détermination d'utiliser un ordinateur, donc un moyen télématique, de pouvoir faire à distance sans avoir à se déplacer. Voilà. Donc, porte d'entrée, une inscription via un espace numérique obligatoire avec la mise à disposition de personnel capable de pouvoir les accompagner dans leur première démarche. Voilà. Entendu, Il en existe d'autres, hein, mais voilà, bien sûr. je garde le meilleur pour la fin. Mais enfin, voilà, ça fait partie des choses qu'on met à disposition dès le départ pour que voilà, les gens puissent être autonomes, commencer à être autonomes et à prendre conscience qu'il y a une nécessité. Mais il y a toujours cet aspect facilitateur, on met à leur disposition des moyens et des personnes pour pouvoir les accompagner et leur permettre de monter en compétence dans ces domaines-là. Et vous arrivez du coup, si je comprends bien, les agents Pôle emploi aujourd'hui peuvent un peu diagnostiquer ou en tout cas ont pour objectif aussi de diagnostiquer, vous disiez, le niveau d'usage des personnes peut-être aussi. Est-ce que ça, comment vous faites exactement ou comment vous comptez faire justement? Parce que c'est pas évident quand on est face à un individu de lui demander comme ça directement quel est ton niveau d'usage entre guillemets. On peut le voir, on peut l'analyser ça? Alors, comme je le disais précédemment, à venir, les matrices seront équipées d'un outil qui permettra effectivement de pouvoir mesurer le degré d'autonomie numérique. Aujourd'hui, tous autant que nous sommes conseillers, nous avons l'obligation d'aborder ce sujet nécessairement, puisque ça fait partie des incontournables. Si je devais vous prendre un exemple sur une personne autonome, désireuse de se former ou de se réorienter professionnellement, celle-ci pourra, moyennant un compte personnel de formation, créer son propre compte et télécharger son application et sans avoir à passer par le conseiller Pôle emploi, s'auto-prescrire sa formation. Donc, vous voyez, on est en mesure effectivement, dès le départ et dès la phase d'entretien, alors qui aujourd'hui se fait soit en présentiel ou en distanciel,
compte tenu des gestes barrières qui nous sont imposés, de devoir aborder ces sujets-là et pouvoir voir avec les intéressés. Alors, on a un outil qui s'appelle le diagnostic et cet outil qui est destiné aux conseillers Pôle emploi permet de pouvoir identifier le degré d'autonomie des personnes que l'on reçoit. Après, le discours, il doit être le plus transparent possible pour permettre aux gens enfin, nous permettre de pouvoir les adapter sur les situations les plus appropriées, à savoir les orienter sur des formations dédiées au numérique, par exemple. Enfin, voilà. Euh, Actuellement, on travaille avec le CAPA à héberger certaines de ces personnes-là qui souhaitent développer leurs compétences dans le numérique. Voilà. D'accord, donc c'est à la fois effectivement une question d'accès au droit, j'entends, Ouais, pour créer son compte, et aussi de compétences en numérique, hein, comme on l'a dit au départ, bien pour trouver, pour se former, hein, justement, pour trouver une formation exactement. aussi adaptée pour son projet professionnel quelque part. Tout à fait. Très bien. Du côté voilà des entreprises également ou sur le terrain en tout cas, même que ce soit dans les quartiers ou bien même au niveau des professionnels, on comprend hein, que ces compétences-là sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, on peut plus exactement s'en passer. Hein, on le voit avec le contexte. Vous l'avez très bien dit, Monsieur Courcoul, où on n'est plus forcément aussi aisément en face à face ou c'est même parfois plus autorisé. C'est aussi un enjeu de modernisation, j'entends bien, peut-être du côté des employeurs, voire même des commerçants. Je crois que sur le sujet, Madame Lelani, vous avez peut-être un peu travaillé cette question-là, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, un peu plus sur vos retours sur le terrain? Oui, tout à fait. J'ai eu, la possibilité et la chance via, la politique de la ville, on en parlait tout à l'heure, par Florence. J'ai eu la possibilité d'avoir comme mission la conduite d'assises du commerce de centre-ville. Et c'était extrêmement intéressant puisque, sur la thématique du numérique, il fallait, tout d'abord percevoir comment le commerçant, l'entreprise, travaillait avec le numérique, quelles étaient ses habitudes ou non-habitudes aussi, et ses appétences par rapport à ça. Donc, en premier lieu, on a eu la bonne surprise de s'apercevoir que des fois, une entreprise qui se dit non numérisée, en réalité, travaille avec le numérique, que ce soit par le smartphone, par des applications, mais il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Comme on était justement sur des histoires de quartier, de QPV, il nous a paru judicieux, et puis après c'est aussi le numérique, hein, qui veut ça, c'est qu'on a besoin de l'adhésion de tous et de comprendre le fonctionnement de toutes et tous. Donc, au-delà de mener une enquête uniquement sur ces entreprises, on s'est intéressé également au comportement des habitants de ce centre-ville, à savoir comment eux utilisaient le numérique, puisque s'il fallait déployer des outils, est-ce qu'il fallait mieux que ce soit sur un smartphone, sur un ordinateur, des affichages et du coup, on a pu les inclure à cette réflexion. Donc ils étaient contents, ils nous ont apporté énormément de matière et on a pu, savoir effectivement comment ils géraient cette proximité numérique avec leurs commerçants. Et puis, comme on a besoin vraiment de l'adhésion de tous, et toutes, on s'est rapprochés également, de tout ce qui était, institution, mairie et au final, on a eu ce constat que, tout était possible, tout était ouvert et qu'il y avait un besoin de monter en compétences, finalement pas forcément au niveau, de l'habitant, qui est équipé en général de son smartphone, qui arrive à avoir une connexion. Une montée en compétences au niveau de l'entreprise, de sa capacité, de sa confiance, en numérique dans ses pratiques, mais également des institutions et d'organiser une communication. Et c'est là où finalement, tout ensemble, on a mis le doigt sur ce manque de communication que le numérique pouvait mettre en œuvre.
Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, en effet, on comprend bien que c'est un enjeu à la fois, du côté des commerçants, des institutions, hein, de devoir, s'adapter et travailler sa communication. Ce qu'on a entendu aussi là, dans votre discours, c'est aussi que, avant même de se lancer dans le numérique, il faut aussi comprendre comment les acteurs, déjà, travaillent, hein, comment ils se comportent aussi, dans l'espace, sociétal, hein, en lien avec les commerçants, en lien avec la consommation, certes, peut-être les démarches administratives aussi, avant même le numérique. Ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est qu'il y a cet enjeu-là de compréhension et de coordination des acteurs et de prise en compte, hein, des usages. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que il y a tout le monde n'est pas forcément après, eh bien, c'est là qu'on en vient sur notre problématique principale, pas forcément au même niveau, hein, voilà, que sur des publics peut-être plus fragiles. Ça ça peut être aussi, voilà, ça peut requérir peut-être d'autres méthodes. De votre côté, madame Lamy, comment vous travaillez justement sur ces publics, fragiles aujourd'hui, qui sont, justement, à la recherche, hein, de compétences numériques, pour pouvoir, eh bien, voilà, utiliser peut-être tous les services à disposition, aujourd'hui? Alors, j'ai un plan d'attaque en 3 phases. En fait, D'accord, on a, par l'intermédiaire, je reviens sur Façade, par l'intermédiaire de Façade, on agit au niveau du public. Donc, moi, par exemple, je suis pas en capacité de faire du CV vidéo, mais je vais aller à la rencontre des jeunes, qui seront sur le marché de l'emploi demain, pour comprendre un petit peu comment ils fonctionnent et puis aussi, échanger avec eux sur les possibilités et puis les études qu'ils pourront faire dans le numérique, quel type d'emploi ils pourront, percevoir. On fait également du mentorat, heu, pour, hem, pour accompagner des jeunes un petit peu, c'est un peu en réflexion sur la poursuite de, ce qu'ils vont faire en termes d'études ou de rentrer dans la vie. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que, avec le contexte actuel, ce mentorat s'est passé à distance, donc les questions se sont posées. Est-ce qu'on fait de la visio? Est-ce qu'ils peuvent faire de la visio? Dans un premier temps, en posant tout simplement la question, hop, on a décroché le téléphone et ça s'est bien passé. Et après, on va échanger des mails, on va continuer à communiquer. Il y a également, tout ce qui est un très beau projet, au niveau de Façade qui s'appelle Switch, qui est comment finalement renouer un lien avec, la société, l'administration, le quotidien. Moi particulièrement, je vais y animer, une reconnexion, sur l'identité digitale et comment se challenger, comment on se perçoit aussi soi-même par rapport à ça et essayer de dédramatiser, démocratiser, toutes ces pratiques. Donc ça, c'est le 1er point, le 1er point. Le, 2e point, ça se situe avec, le Sinov numérique et France Num qu'est-ce que où, c'est que le SINAV numérique, pardon? Juste en quelques mots pour, nos spectateurs. oui, alors le Sinov numérique, c'est une fédération, un syndicat de, TPE-PME du numérique où, on se rassemble pour essayer de, faire valoir le droit des petites entreprises. On peut aussi émettre des préconisations et puis organiser des choses donc, notamment, en partenariat avec France Num, sur des tours de France de la transformation numérique des TPE, qu'on a pu faire, l'année passée sur, Carcassonne notamment. Voilà, où on va aller à la rencontre des entreprises et puis on va essayer de faire un lien entre le territoire. Donc là, à Carcassonne, c'était le lien entre les entreprises du numérique de Carcassonne et les entreprises, qui, en réflexion sur cette transition et puis leur faire voir que, oui, humainement, on a des des compétences sur le territoire et on peut, travailler en proximité et aborder sa transition.
Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, bah, ça va être mon travail habituel d'accompagner des entreprises et puis parfois de mettre le doigt sur, bah, avant d'entamer sa transformation, comment on va réinventer son mode de fonctionnement, comment on va être capable d'accueillir des nouvelles personnes au sein de son entreprise avec des méthodes de travail actuelles. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, ça se pose encore plus puisque déjà à la base, accueillir une nouvelle personne, un jeune dans son entreprise quand on a des pratiques anciennes, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, en plus, avec du télétravail, ça demande quand même pas mal de réflexion et puis de réflexion sur, heu, sur ses envies, sur soi-même. C'est extrêmement humain comme questionnement finalement le numérique. Donc voilà mes 3 principales phases avec voilà ce dernier point d'accompagnement et de conduite du changement. La conduite du changement, c'est vrai que c'est un sujet qui concerne, voilà, c'est un mot qui est très marqué aujourd'hui sur la question des entreprises. C'est une question très organisationnelle. Ma question, si on doit se placer peut-être à un autre niveau aujourd'hui sur ce changement, comment aujourd'hui le numérique peut contribuer au changement, eh bien, peut-être de manière plus large sur le cadre de vie, hein, tout à l'heure, on écoutait Madame Attin, justement sur ces questions-là, de l'intervention de la régie de quartier pour finalement améliorer le cadre de vie, et également avec ses actions sur le numérique, puisque ça fait partie du quotidien aujourd'hui. Comment vous procédez aujourd'hui à l'échelle voilà, des quartiers politiques de la ville? Comment vous servez du numérique finalement et dans quelle direction aussi hein, au service des habitants? Alors, en fait, en cohérence avec ce qui a été dit en introduction, hein, notamment par vous, lui, et sur, effectivement, on part du niveau d'équipement des habitants qui est très variable. Donc nous, effectivement, sur les quartiers prioritaires, et puis par rapport à ce qu'on voyait hein, au sein de nos permanences, on s'est dit ça sert à rien de partir sur une initiation autour de l'ordinateur parce que le niveau d'équipement est assez bas. Donc vraiment, on est parti sur une initiation enfin, aux outils informatiques, mais que sont le smartphone, parce qu'effectivement, on a quand même un taux d'équipement qui est assez important. Mais également, on s'est doté de tablettes. Alors, les habitants n'ont pas forcément des tablettes, mais en fait, c'était un outil pédagogique et pratique pour nous pour pouvoir pour pouvoir montrer et expliquer notamment comment fonctionnent les interfaces. Donc voilà, donc pour nous c'était, ben voilà, vous avez votre smartphone, il y a comment on installe les applications et comment on les utilise. Et du coup, voilà, derrière, ben, comment on utilise Internet et ben, à la fois de manière très pratico-pratique, mais également les risques qu'il y a à l'usage d'Internet. Donc là, vraiment, nous, on est parti sur ben, cet angle d'attaque. Donc, ce qu'on a proposé. Alors, c'est vrai qu'en début d'année, du coup, on est parti sur un programme assez ambitieux. On n'était pas, enfin, on n'imaginait pas ce qui nous arrive actuellement et notamment ce qui nous est arrivé en mars. Donc, bien sûr, bah, on avait un programme et qui a été fortement perturbé avec le confinement, mais même à la fin du confinement, avec les règles sanitaires qui s'imposaient à nous tous, forcément, ça a été perturbé. Donc, quoi qu'il en soit globalement, enfin voilà ce qu'on a commencé à proposer, ce qu'on propose quand on peut. Donc des permanences sur les quartiers prioritaires de Carcassonne. Donc on était présent sur le Viguier, sur la Comte, sur Ozanam, sur Fémy. En fait, alors le siège de la régie est sur la Comte, mais en fait on a des locaux sur l'ensemble des quartiers prioritaires de la ville de Carcassonne. Donc les intervenants sociaux professionnels étaient présents et proposaient leurs services donc aux habitants qu'ils souhaitaient. Donc les habitants en fait bah, nous connaissaient, soit étaient en fait interpellés, mobilisés par le biais de nos autres activités, les médiateurs, mais également toute l'action autour de l'énergie. Donc des permanences. Également, on a monté des ateliers collectifs. Alors, les premiers ateliers, voilà, on était sur une découverte des interfaces, d'Internet, et après, l'idée pour nous, c'était de mettre en place des ateliers qui correspondaient aux remontées des habitants. Voilà, on avait un premier, quelque chose d'assez voilà, global. Et après, on proposait des ateliers en fonction de ce que souhaitaient les habitants pour les inscrire aussi dans une logique, dans un parcours.
Donc là également, ben, on a pu proposer 4 ateliers en février. Après, on a dû s'arrêter. On a également proposé des actions de sensibilisation aux enjeux du numérique. Donc là, on était plutôt sur des actions en extérieur. Donc par exemple, les équipes ont adapté le jeu, le Time's Up, en fait, pour leur montrer en fait à quoi ça servait. Parce qu'il y avait, pour nous, en fait, il y a un vrai enjeu, et on le disait, alors, de changement de pratique, mais également du coup de mobilisation, parce que bah, souvent, enfin, l'habitant, il ne va pas venir nous dire bah, j'ai un problème avec le numérique, venez m'aider. Ça ne marche jamais comme ça. En fait, c'est nous, on va le détecter au travers d'autres activités. Donc, il faut pouvoir aussi diagnostiquer. On en parlait tout à l'heure. Alors, c'est vrai que nous, on a utilisé la plateforme Les Bons Clics pour essayer de voir un peu où se situaient les habitants pour pouvoir proposer un accompagnement adapté. Sur la question de la mobilisation aussi, alors on s'est doté d'un outil dont on est fier, en fait, du coup un escape game. Alors qu'on a pu inaugurer, en fait, on a eu une fenêtre de tir en septembre qu'on a pu inaugurer au Viguier. Moi, là, malheureusement, il est dans sa valise, hein, parce que bah, du coup, on ne peut pas le sortir et on ne peut pas l'installer parce qu'on ne peut pas accueillir de public. Mais en fait, vraiment, l'objectif de l'escape game, bah, c'est du coup de l'installer. Alors, dans les quartiers, d'être présent un mois et demi. Hein, ça, c'est un partenariat qu'on souhaite conduire avec les bailleurs sociaux. Du coup, au travers d'un jeu, enfin voilà, c'est de les sensibiliser, d'évaluer leur niveau. Alors derrière aussi, il y a tout un travail autour de l'énergie, hein, parce que la thématique est, en fait, on travaille autour de l'énergie, mais on utilise des outils du numérique. Donc en fait, il y a cette sensibilisation. Donc c'est une manière ludique de leur parler des enjeux du numérique et du coup de les amener sur d'autres actions. Donc ça, voilà, donc ça, c'est un outil qu'on pourra déployer, j'espère, en 2021. Donc les actions de sensibilisation, de mobilisation. Aussi, il fallait que nous, on se forme. Donc il y a eu tout un travail de formation. Alors, qu'on appelle les aidants, hein, ça c'est la terminologie des bons clics. Donc les aidants, donc chez nous les médiateurs, les intervenants sociaux pro, également les conseillers en insertion professionnelle qui ont été formés. On a commencé aussi un travail de formation des encadrants techniques de la régie, donc au travers des tablettes. Par exemple, on a numérisé, là, on a des agents d'entretien qui interviennent dans les cages d'escalier. Alors, ils ont des fiches papier où ils doivent noter leurs interventions. Donc là, en fait, on a numérisé ça. Donc voilà. Et on parlait du confinement tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on a essayé aussi d'être actif pendant le confinement. Exemple, on était répertorié sur la plateforme Solidarité numérique. Donc voilà. Alors d'ailleurs, ça a été relancé hier. Hein. Donc on s'est il faut voir si notre candidature sera retenue. Donc voilà, en fait, c'était de proposer différents formats pour capter en fait les publics. Après, voilà, il faut être très modeste, il faut être réaliste. C'est vrai que notre action a pris beaucoup de retard. Voilà, on n'a pas pu déployer le projet comme on l'aurait voulu. Mais on désespère pas. Voilà. On a quand même pu poser des éléments de diagnostic, enfin j'y reviendrai tout à l'heure, pour essayer de mieux adapter l'action aux besoins des quartiers. Voilà. Merci Madame Attin. J'entends dans ce que vous dites que vous utilisez déjà pas mal aussi de techniques, hein, de formats où il s'agit bien d'acculturer peut-être les publics. Finalement, ce numérique-là, on a l'impression, à travers vos interventions, qu'il est à démystifier déjà, à démocratiser. Il faut, j'entends sensibiliser, acculturer, et puis peut-être autour d'actions spécifiques, peut-être pas le numérique pour le numérique, hein, pas l'usage du numérique en soi pour avoir des compétences et points, mais en vue, hein, alors soit de s'insérer, soit d'avoir accès à ses droits, soit pour changer ses pratiques au quotidien, se moderniser, qu'on soit une entreprise ou bien même un habitant dans son cadre de vie et ses pratiques, je l'entendais autour de voilà, du développement durable. Dans son quotidien, c'est finalement un levier, hein, le numérique. Et c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est important de s'en saisir. Et chacun, vous êtes de trois univers différents qui se rejoignent, hein. De toute façon, on l'a vu, hein, sur une chaîne, on va dire, des pratiques que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes sociétal, que ce soit voilà en termes de solidarité aussi. De votre côté, si on devait pousser un peu plus voilà les choses à faire sur le territoire de Carcassonne,
des choses à faire peut-être pour aller plus loin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez pu, au travers de vos expériences, au travers du retour d'expérience de vos actions, qu'est-ce qu'on aurait pu pousser comme chantier? Qu'est-ce qu'on peut encore pousser? Où est-ce qu'il y a encore des choses à faire selon vous, et où bien voilà, on doit encore progresser sur notre territoire? Je vais donner peut-être la parole à Monsieur Courcoul qui, à travers Pôle Emploi aussi, a une vision peut-être même plus régionale. Hein. Je ne sais pas comment vous analysez la situation là aujourd'hui, mais si on devait aller plus loin, sur quoi on devrait tabler? Alors, pour l'aborder sous 2 angles, d'un point de vue euh, technique et matériel, on a eu l'occasion d'aborder cette problématique liée aux fameuses zones blanches. On le disait tout à l'heure, il y a la problématique du matériel, mais ça, on a tous conscience et chacune de nos structures fait en sorte de mettre à disposition du matériel pour que les gens ne soient pas démunis à ce niveau-là. Après, reste la problématique sur des zones un peu plus rurales et un petit peu plus retirées, des couvertures en zone blanche. Donc là, voilà, il y a ce travail aussi qui est, j'allais dire, qui localement nous dépasse, mais qui, on aborde là un peu plus l'aspect plus politique de la chose voilà. Au-delà de ça, en termes de retour, et de moyens à mettre en œuvre. Je pense que si on est là aujourd'hui autour de cette table, c'est parce que ça permet aussi à chacun de montrer ce qu'on fait, ce qu'on fait déjà, ce qu'on est capable de faire, de parler de nos réussites à destination de nos publics qui en ont le plus besoin. Et je pense que de pouvoir conjuguer autour de cette table et bien plus après nos moyens, donc travailler de concert, en synergie avec les uns et les autres. Tout à l'heure, je précisais que dans le cadre de la convention de collaboration entre Pôle emploi et l'agglomération, dont je suis l'ambassadeur, on travaille étroitement avec le CAPA et on offre la possibilité à certaines personnes de pouvoir se réaliser dans ces domaines-là. Voilà. Donc, je pense qu'il y a tout un état d'esprit, une synergie. Les choses sont, à mon avis, déjà bien engagées, les structures sont mises à disposition et le territoire national, même si on relève, alors je fais un petit écart concernant le domaine des offres, on relèvera que le territoire est inégalement réparti on ressent 76% des offres sur le territoire héroltais et Midi-Pyrénées. Donc, entre Toulouse et Montpellier se trouve Carcassonne et aujourd'hui, on a effectivement des volontés, à commencer par les nôtres, ici autour de cette table, à pouvoir faire monter en compétence les gens, leur mettre à disposition des moyens. Enfin, je veux dire, tout est fait, tout est mis en place pour rendre la tâche plus facile. Voilà. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est ce besoin-là, hein, aussi de poursuivre ce maillage, cette connexion entre les acteurs finalement. Ça, c'est une problématique sur la question de l'inclusion numérique. On l'a vu, hein, que ce soit en termes d'activité professionnelle, en termes de cadre de vie, en termes d'insertion professionnelle. Finalement, c'est un parcours de vie. Hein, donc, je comprends dans ce que vous dites que l'intérêt, en tout cas, de faire travailler les acteurs d'autant plus ensemble sur ces sujets-là, quoi. Et justement, est-ce qu'il y a des publics pour lesquels il reste encore peut-être encore plus de choses à faire selon vous? Et là, je vais laisser l'initiative de la prise de parole. Voilà, sur les différents types de publics. Je sais que voilà, on pense souvent aux seniors qui sont peut-être pas nés avec le numérique, Internet, mais peut-être qu'il y a d'autres publics. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des publics sur lesquels il faut renforcer ces efforts-là d'accompagnement, de sensibilisation? Euh, alors, notre manière de faire, d'une manière générale, c'est de ne discriminer personne. C'est-à-dire qu'on ne veut laisser personne sur le bord de la route. Donc, notre intention, c'est effectivement de pouvoir mettre à disposition tous les moyens
nécessaires pour que chacun, du haut de son âge ou de son lieu de résidence, puisse accéder et travailler dans de bonnes conditions. Alors, je dis travailler, c'est accéder bien évidemment à la formation, c'est pouvoir avoir accès aux offres, c'est une entreprise qui va pouvoir déposer en toute autonomie, après avoir créé son compte, ses offres en ligne. Enfin, vous voyez, donc tous les moyens sont permis et il n'y a pas de discrimination, y compris les personnes atteintes de handicap sont concernées et ont la possibilité d'avoir accès à des moyens qui vont leur permettre de pouvoir se reclasser derrière. Donc, en fait, voilà, on ne discrimine pas, on est, on est, on a un discours identique selon les personnes qu'on a en face et charge à nous et à eux de nous adapter autour de moyens qui sont mis à leur disposition. Voilà. En Mais effet. effectivement, comme vous soulignez tout à l'heure, on peut pointer du doigt certaines populations, ça peut être les seniors, ça peut être des personnes plus jeunes qui ont décroché du système scolaire. Mais voilà, pour autant, on parlait d'appétence tout à l'heure, on arrive par la force des choses à leur démontrer par A plus B que le numérique devient un incontournable et que voilà, il faut avoir un petit peu de témérité, de courage et très rapidement, les gens se rendent compte. Je fais référence à un outil qui s'appelle, un espace qui s'appelle Emploi Store, qui est mis à disposition sur pôle emploi.fr et qui permet à chacun d'entre nous, de façon tout à fait autonome et gratuite, de pouvoir travailler ses CV, ses lettres de motivation, ses recherches de formation. On peut même, le TOEIC est même à disposition pour les gens qui souhaiteraient travailler à l'international, les gens qui localement souhaiteraient parfaire leur langue, anglais, espagnol, italien. Vous avez une application qui s'appelle Duolingo qui est mise à disposition. Enfin, je veux dire, par expérience, les gens, ce qu'il faut, c'est la communication, être capable de communiquer, de leur montrer, de leur expliquer. C'est leur dire, voilà, tous ces outils existent, ils sont à votre disposition. Bon, bien évidemment, on met en place des sessions d'animation, des sessions de rencontres, des sessions de formation avec tous nos collègues ici et les personnes qui seraient éloignées du numérique pour pouvoir voilà, toucher du doigt et à partir de là, c'est gagné, hein. Les gens se rendent compte qu'il y a une efficacité et il y a une plus-value pour le reclassement, la formation, le changement de métier, le changement de vie. Enfin voilà, tout est mis à disposition. Donc il n'y a pas de discrimination, mais je pense que le plus dur pour ceux qui n'ont pas cette sensibilité-là et cette appétence-là, c'est vraiment de leur montrer au travers de vidéos ou de réunions d'information ou dans le cadre d'un entretien avec son conseiller, comment est-ce que ça fonctionne et quelles sont les plus-values qu'ils ont à pouvoir, en toute autonomie, aller sur un espace tel que celui d'Emploi Store, comme je le précisais tout à l'heure. Voilà. Donc l'outillage est la preuve donc pour justement capter l'intérêt des publics afin qu'ils se lancent plus aisément dans cette appropriation du numérique. Quand bien même, je reviens sur cette question-là, sur la question du public, et là je pose la question peut-être à Mme Lamy ou bien Mme Attin aussi, hein, je vous laisse prendre la parole de manière voilà, plus fluide parce qu'on est sur voilà, les dernières 12 minutes de notre intervention. De votre côté, est-ce que vous avez constaté, est-ce que vous avez des idées pour aller plus loin et si on devait aller cibler voilà des pratiques, des usages ou même des publics en priorité aujourd'hui, en constatant ces inégalités, lesquels seraient-ils? Lesquels seraient-elles? Par exemple, Madame Attin, ouais, je vous donne la parole du coup. Alors, je pense que l'erreur, ça serait de croire que effectivement, enfin, c'est une histoire de génération. Il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'un gamin de 15 ans il est à l'aise avec un téléphone sur les réseaux sociaux, etc., qu'il va être à l'aise avec une interface, enfin celle de Pôle Emploi quand il devra chercher du travail, etc. Donc,
Donc ça, il faut vraiment qu'on ait ce point de vigilance parce que ce sont quand même. Alors, quand on est à l'aise, quand on a compris comment fonctionnait une interface, qu'on sait faire les démarches, effectivement, ben, c'est une super opportunité. On gagne du temps. Enfin, c'est super. Par contre, pour quand même beaucoup d'habitants, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plus de 30% de la population française notamment. Enfin, c'est-à-dire que ils sont déstabilisés. C'est déstabilisant de se retrouver face à un ordinateur sur une interface. On ne sait pas faire, on préfère pas faire, et du coup, ce qui pourrait être un facteur d'inclusion, finalement, est un facteur d'exclusion. Et nous, du coup, pour les publics avec lesquels on travaille, notamment sur les quartiers prioritaires, on est déjà avec des publics qui sont déjà exclus de beaucoup de choses. Donc, en fait, il ne faut pas rajouter de l'exclusion à déjà de l'exclusion qui est déjà installée. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu. Et, en plus, c'est qu'on est. Alors, le terme, c'est qu'on n'est déjà pas en plus sur un public captif, quoi. Parce qu'il y a plein de freins. Donc, il faut vraiment qu'on ait ce point de vigilance. Et d'ailleurs, on parlait de diagnostic, de réajuster sur les enjeux. Et alors, nous, c'est vrai qu'on est sur un travail encore expérimental, mais on s'est efforcé, là, notamment au mois d'août, à faire une première évaluation pour voir est-ce qu'on est dans les clous. Même si c'était perturbé, est-ce qu'on est dans les clous? Parce que naïvement, alors oui, peut-être naïvement, on s'est dit, bon, la régie, c'est 10 000 contacts, à peu près 10 000 contacts par an. Ça va être facile de basculer des habitants qu'on accompagne en médiation sur justement le numérique. Eh bien, en fait, non, ça ne marche pas. En fait, on se rend compte que les habitants viennent pour une demande, alors même si c'est en lien, pour faire des démarches sur Internet, et que du coup, les emmener vers un processus d'accompagnement, ça ne marche pas. C'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut réajuster. Et en tout cas, pour nous, si on reste sur ce créneau-là en disant, on attend. Alors, on ne va pas attendre, mais même si on essaye d'orienter, en fait, ça ne marchera pas et on n'aura pas l'ampleur qu'on souhaite avoir avec cette action. Donc, c'est vrai que là, on s'est dit alors, on continue à avoir une action envers les habitants et être au service des habitants, mais on s'est dit il faut qu'on diversifie pour drainer un petit peu l'action, faire connaître l'action, pour réseauter en fait, pour parler un peu vulgairement, et après on verra au bout de quelques mois, du coup les habitants auront reconnu en la régie une compétence autour de l'accompagnement numérique, et là à ce moment-là on aura des habitants qui viendront un peu plus naturellement. Donc là, du coup, on est en train de réorienter un petit peu l'action en proposant un dispositif pour les personnes qui sont déjà en fait accompagnées. Alors, nos salariés, mais également les autres salariés des structures d'insertion du Carcassonnais, on va essayer de proposer une offre. Peut-être aussi, là, on a un partenariat avec la mission locale, avec la PJJ, avec le SPIP. Voilà. Du coup, également, les agences d'intérim sont intéressées par nos services. Donc, du coup, pour qui, en fait, les habitants, pour qui le numérique est devenu une obligation, ils en ont conscience. Donc, voilà. Et après, du coup, j'espère que ça percolera et qu'on arrivera à toucher plus d'habitants sur les quartiers prioritaires. Donc voilà. Donc, en tout cas, pour nous, voilà, c'est ajusté. Il faut effectivement laisser personne de côté, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Voilà, c'est d'avoir une offre qui soit adaptée. J'entends là la lisibilité aussi du coup de votre offre pour mieux capter les publics, parce que c'est vrai que quand on mène déjà sa propre activité, insérer cette question-là de l'accompagnement au numérique, c'est aussi une action en soi à travailler avec ses partenaires. C'est ce que j'entends là aussi. De votre côté, Madame Lamy, qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour aller plus loin encore? Justement, on parlait des commerçants, vous avez parlé un peu des seniors, mais est-ce que vous avez des propositions un peu, ou en tout cas des perspectives d'action pour aller plus loin sur l'accompagnement de ces publics-là dans leur accès au numérique? D'une manière globale, déjà, je tiens à féliciter les différents services comme la régie de quartier, comme Pôle emploi, et puis tout plein d'institutions aujourd'hui qui font cette démarche de repositionner en fait le curseur et de se mettre à l'écoute des habitants.
qu'ils soient jeunes, seniors, en reconversion, puisque ça touche vraiment tout le monde. Pourquoi on a des difficultés à les emmener avec nous sur le numérique? C'est que on leur a proposé des choses en général en frontal, alors que le numérique cherche en permanence à se faire comprendre et à se faire comprendre auprès de la majeure partie. Tout à l'heure, on parlait d'équipement, d'un problème d'équipement. De mon point de vue, c'est pas un problème d'équipement, c'est un problème d'interface. Pourquoi Pôle emploi retravaille ses interfaces et pourquoi ça fonctionne de mieux en mieux petit à petit, c'est que le numérique, c'est ça, c'est abattre des barrières, c'est être capable de diffuser de l'information, de la formation, donner accès à ses droits à tout le monde. C'est-à-dire que je ne sais pas lire, bah, on va me mettre une vidéo, je vais pouvoir accéder à ces choses de manière naturelle et comme je peux le faire à mon rythme. Donc c'est quelque chose que je tiens vraiment à féliciter aujourd'hui, c'est de voir toutes ces interfaces et puis ces changements de mode opératoire où on est itératif, on n'hésite plus à recommencer, à se poser la même question et puis à adapter les formats. Et c'est pour ça que le fait de parler d'équipement dans un certain cas et puis de se dire bah, finalement, au lieu de vouloir mettre des ordinateurs partout, on va retravailler nos interfaces, on va proposer du smartphone parce qu'effectivement, en quartier prioritaire et puis de manière générale, hein, c'est vraiment le smartphone qui prime. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'une box à la maison. Finalement, on a son téléphone avec son forfait, même un petit forfait avec quelques data, quelques gigas pour communiquer. Ça, c'est la première porte. Et du coup, ça, c'est vraiment une belle preuve d'avancée commune. C'est un premier point. Moi, sur les pistes que je vois par rapport à tout ce qui va être emploi, reconversion et ces choses-là, donc on a dit effectivement pour l'instant les propositions se retrouvent du côté Hérault et puis Midi-Pyrénées. C'est vrai qu'on a sur le territoire peut-être une problématique d'offre et de demande parce que nos entreprises ne savent pas encore forcément comment formuler et n'ont pas de la précision sur ce dont ils ont besoin dans leur activité, les nouveaux métiers qu'ils peuvent intégrer, les missions transversales. Et puis de l'autre côté, il y a peut-être aussi une formation très orientée technique, une offre de formation trop technique, alors que les métiers du numérique sont multiples. Quand j'interviens auprès de classes et que je demande à des jeunes qu'est-ce que tu veux faire plus tard et qu'on me dit avocat, très bien, tu veux être avocat, avocate, ok, est-ce que tu as conscience qu'il y aurait une partie du numérique? Ah oui, mais pourquoi? Ah bah parce qu'aujourd'hui, on a, grâce au numérique, on a quand même des nouveaux droits, on a des réglementations qui se sont mises en place, on a du respect du citoyen. Et du coup, oui, se spécialiser sur le droit du numérique, par exemple, ça peut être un point d'entrée. Ça peut être du community management. On parlait de communication, effectivement, c'est un grand problème de société depuis longtemps. Voilà, peut-être ouvrir aussi ces différentes formations et puis qui sont accessibles à tout niveau de compréhension. Enfin, on peut faire des reconversions, et cetera. Donc voilà, communiquer, il n'y a pas que du technique dans le numérique, il y a des choses humaines, il y a de l'accompagnement, il y a vraiment un panel assez extraordinaire et accessible, à l'ensemble. Alors, je ne pouvais pas mieux conclure, je crois. C'est vrai que si on doit résumer le numérique, c'est vrai que c'est pervasif, hein. On le retrouve dans toutes les couches de la société aujourd'hui, parfois de manière subie, évidemment. On a parlé de la question des interfaces aussi, hein, qui s'améliorent et tout le monde est un peu forcé et doit en tout cas se saisir, hein, de ces évolutions-là, du numérique dans ses pratiques à la fois quotidiennes et vous venez d'évoquer l'identité numérique, notamment, au travers de vos propos. Arriver à gérer finalement à la fois ces aspects, l'aspect de sa vie, sociale, personnelle et puis en faire, des atouts peut-être et là, à travers de nouvelles compétences, hein, pour, son orientation professionnelle, voire même en faire son métier.
un métier du numérique, que l'on soit des quartiers, que l'on soit également, on n'a pas évoqué de manière dédiée la question des femmes aussi, mais c'est vrai qu'elles sont aussi éloignées des numériques. On n'aura pas le temps d'en débattre plus, mais vous l'aurez compris, c'est un public aujourd'hui qu'il faut peut-être remettre sur le devant de la scène aussi, puisque elles ont toute leur place aujourd'hui. Espérons d'ailleurs hein, que ces métiers-là seront accessibles à tous et à toutes, qui que l'on soit, également, eh bien, dans l'esprit que nous a proposé aujourd'hui Pôle emploi, hein, cette question-là de l'accès universel aux services hein, et aux opportunités du coup. Également, pour changer son cadre de vie, comme cela a été présenté eh bien dans les actions de la régie de quartier de Carcassonnet, et également donc auprès voilà des entreprises, en mobilisant les entreprises aussi, en mettant à contribution ces acteurs-là sur ces chantiers de la médiation et de l'inclusion numérique, tels qu'on peut le faire avec Face Aude par exemple, ou le Sinov encore, pour eh bien ne pas subir trop fortement subir cette grande transformation. C'est ce qu'on appelle voilà l'inclusion numérique au sens large et qui doit faire appel à des méthodes eh bien d'accompagnement, de médiation entre le numérique et l'humain. Merci à toutes et à tous. On a terminé cette table ronde. On va rendre l'antenne à l'équipe à la régie déjà d'une part, et puis on vous souhaite bonne continuation dans ce programme aujourd'hui qui se fait sur le Facebook Live, donc en l'occurrence. Merci à toutes et à tous, et à bientôt. Et au revoir. Merci.